Voilà. Comment? C'est parti? Ok. Je t'en prie. Donc, bonjour à tous. Ravi aujourd'hui, enfin, l'équipe Midral est ravie d'avoir répondu à la sollicitation de DataBird, puisqu'aujourd'hui, ce qui va nous faire plaisir, c'est de pouvoir partager un petit peu le vécu d'anciens batchers et de vous expliciter en quoi Midral aujourd'hui peut être une alternative en termes de carrière. Donc, ce qui va nous animer pendant la prochaine heure, c'est de pouvoir bénéficier des retours d'expérience de Quentin et d'Emeric. Et après, voilà, on aura un focus également sur Midral, notre expertise, notre positionnement, pour que vous puissiez aussi comprendre ce que vous pourriez faire en termes de carrière au sein d'une société de conseil. Donc, en termes de présentation, donc moi, je suis Steve, responsable recrutement. Je suis chez Midral depuis 2 ans. Et voilà, j'ai l'honneur de pouvoir accompagner Emeric et Quentin dans cette fameuse rencontre avec vous aujourd'hui. Non? Ok. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc, Quentin Mario, du coup, je suis data analyst chez Midral depuis à peu près un peu moins d'1 an aujourd'hui, parce que j'ai rejoint l'entreprise en juin 2023. Donc, j'ai fait la formation data analyst avec DataBird. C'était le batch 10, donc je crois que c'était fin 2022. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, septembre-octobre fin 2022. Sinon, moi, c'était une reconversion, puisqu'en fait, avant, j'étais plutôt côté commercial. J'étais responsable des admissions pour un groupement d'écoles qui s'appelle le réseau GES, grande école spécialisée. Et avant ça, mon parcours initial, j'étais ingénieur du son. Voilà, donc j'ai fait pas mal de choses dans ma carrière professionnelle et j'ai fait dernière formation en data avec DataBird, data analyst, et je suis avec Midral depuis. Et du coup, bonjour, moi c'est Emeric Bescos, donc je suis Midralien depuis un peu plus d'1 an aussi. Je suis arrivé en janvier 2023 chez Midral et je faisais partie du même batch que Quentin. On était même dans la même équipe projet à la fin du batch. Et du coup, moi j'ai un parcours scientifique, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai un master en management de l'innovation et ensuite j'ai été journaliste scientifique. Et c'est lorsque j'ai été journaliste que j'ai travaillé avec des data journalistes et que j'ai mis le doigt dans le milieu de la data. Et donc, je me suis dit, ben, autant se reconvertir pleinement. Et je suis arrivé chez DataBird pour ça. Et donc, suite au batch 10, et ben, j'ai pu intégrer Midral pour mettre en application tout ce que j'avais appris ici. Donc, l'idée, ça va être de vous aider avec les retours d'expérience de Quentin et Emeric. Ça va vous permettre de comprendre comment Midral aide ses clients à comprendre et agir avec la donnée. Donc voilà, espérons que ces retours d'expérience vous donneront beaucoup d'énergie. Ouais. Alors, du coup, moi, je vais vous parler un peu d'une mission que j'ai faite dans le cadre de mon activité de consultant chez Midral. J'ai travaillé avec un groupe bancaire. Donc, je suis arrivé en tant que data analyst. Et le but de la mission, c'était monitorer le risque opérationnel avec de la data visualisation. Alors du coup, j'ai un peu appris ce que c'était dans le milieu bancaire le risque opérationnel. Donc ce qu'ils appelaient risque opérationnel, en fait, c'est un calcul de risque de perte qui sont liés à plusieurs écueils, notamment des défaillances en termes de procédures. Ils mettent en place des contrôles. Il y a des contrôles qui sont pas faits, c'est une défaillance. Le personnel laisse traîner son ordinateur dans les transports en commun. Ils se font voler leur ordinateur. Il y a des données sensibles qui peuvent être volées. C'est une défaillance aussi qui peut entraîner des pertes. Les systèmes internes, les serveurs sont mal dimensionnés, les performances sont pas bonnes. Du coup, ça ralentit les processus en interne. Défaillance aussi et risque de perte. Et puis des risques externes même, des tempêtes, des tremblements de terre, des choses qu'on peut pas contrôler finalement. Tout ça, c'est renseigné et dans le but d'être en fait minimisé quoi pour l'activité du groupement bancaire. Donc du coup, le besoin du client par rapport à ce contexte-là, qui lui est familier, lui, il a développé en interne un outil de surveillance autour de ces défaillances-là. Son outil de surveillance, il est en 360 sur toutes les équipes, les secteurs qui sont au sein de la banque, et ça génère des données.
Et donc, ces données, une fois qu'on les a, il faut les analyser. C'est là que moi, je vais intervenir, puisque ils veulent comprendre cette donnée qui est générée et une fois qu'on l'a comprise, l'enrichir avec des indicateurs, des KPI qu'on va venir calculer avec cette donnée pour essayer d'en extraire de l'information. Et ensuite, le but ultime, c'est de les visualiser dans des dashboards qui vont être utilisés dans des réunions sous forme de PPT qui vont être ensuite envoyés à du top-level management, etc. Donc, ça a une vraie importance stratégique puisque, en dernière instance, c'est le top management qui prendra des décisions stratégiques par rapport à ces chiffres-là et ces visualisations. Donc, c'est un besoin qui est réel et crucial. Alors, du coup, maintenant, comment ça s'est traduit, moi, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Du coup, donc, dans ce grand groupe bancaire, il y a une organisation assez précise. Aujourd'hui, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais la tendance, c'est une organisation, on va dire, data mesh. Donc, en gros, le risque opérationnel, il va essayer de monitorer le risque pour tous les secteurs d'activité de la banque, donc pour toutes les équipes métiers de la banque. Mais les équipes métiers, aujourd'hui, l'évolution, c'est de les rendre responsables de leurs propres données sur leur sujet. Donc, du coup, ce sont elles qui sont responsables de leurs données. Et nous, en fait, on est mis sur des sujets, sur des problématiques précises d'équipe dans notre équipe de consultants. J'étais pas tout seul. Donc, moi, j'avais un sujet en particulier avec une équipe métier qui était propriétaire de ces données. Donc, du coup, il fallait que je récupère les données en lien avec les problématiques de cette équipe métier. Donc là, j'allais parler à l'IT, parce que c'est l'IT qui est propriétaire de toutes les données dans la banque. Ensuite, elle les dispatche en pack de données aux équipes métiers qui en seront responsables. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que l'équipe IT me met à disposition un pack de données bien précis, parce que je travaille avec une équipe métier précise. Je vais aller la requêter en SQL. Et elle est placée sur une base Oracle. Je vais aller la requêter en SQL. Et ensuite, je vais l'incorporer dans un outil de travail de la donnée, de manipulation de la donnée, qui est Dataiku. J'amène en SQL ma donnée dans Dataiku, je la transforme, je la nettoie, je la filtre. Donc, je fais un workflow dans Dataiku. Il faut aussi que je fasse attention à ce que ce workflow il soit maintenable, il soit fiable, il soit reproductible et qu'il soit bien documenté pour que tout le monde, si quelqu'un prend la suite de mon travail parce que je change de scope, il faut que les gens comprennent ce que j'ai fait. Donc, tout ça aussi, c'est des choses à avoir en tête quand on travaille sur le workflow dans l'outil Dataiku. Ça pourrait être un autre outil, hein, ça pourrait être Tableau Prep, ça pourrait être Nime. Là, c'était Dataiku dans le cadre de ma mission. Ensuite, une fois que j'ai fait mon workflow, j'ai les données que je voulais, j'en ai extrait les informations que je voulais. Il va falloir que je le traduise d'un point de vue visuel pour qu'ensuite, ça soit compréhensible par du top-level management. Donc, pour faire le lien entre Dataiku et Tableau, je vais créer encore une fois avec une requête SQL des vues qui vont me permettre en fait de créer des data sources dans Tableau. Je ne vais pas utiliser tout mon workflow parce qu'en fait, une fois que j'ai fait ma transformation de données, que j'ai identifié ce que je voulais utiliser pour mes dashboards, en fait, il va y avoir plein de dashboards différents sur des aspects différents des problématiques métiers. Donc, pour avoir mes dashboards différents, je prends la donnée que j'ai transformée, je crée des vues en SQL et ces vues-là, elles vont me servir de data source dans Tableau. Comme ça fait partie de bonnes pratiques aussi avec l'outil Tableau en termes de perf. Je vais avoir une donnée qui est, sur mesure par rapport à la problématique que je veux mettre dans mon dashboard. Et puis ensuite, donc là, je vais passer, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai fini mon silo data prep. Maintenant, je vais pouvoir passer à la data vise et traduire ça visuellement à destination du top level management. Donc là, je vais me réunir avec l'équipe métier avec laquelle je travaille. Je vais dire, voilà, écoute, j'ai préparé la donnée. J'ai réussi à extraire tout ce que je voulais sur les problématiques que vous m'avez remontées, que vous vouliez voir. Maintenant, on va regarder ensemble si ces données-là me permettent de mettre en place les KPI que vous voulez voir dans les dashboards. Donc, on va discuter ensemble, on va dire, on veut voir telle chose dans le dashboard et il faut que ça se calcule, il faut que ça se calcule de telle manière. Donc, c'est ce qu'on appelle des règles de gestion. C'est-à-dire que si on veut un ratio de mise en développement d'un contrôle sur tel ou tel sujet, ça se calcule pas n'importe comment. Il y a des règles prédéfinies par le groupe bancaire et donc il faut les respecter. Donc, ça s'appelle une règle de gestion sur un KPI. Il n'est pas calculé n'importe comment. Donc ça, avec l'équipe métier, moi, je vais me mettre d'accord sur comment je calcule ce KPI que ensuite je vais mettre dans Tableau.
Je crée mes vues. Une fois que j'ai toutes ces informations-là, je crée les vues dans Tableau, je les optimise. Là, ça va être toutes les bonnes pratiques de data visualisation. Est-ce qu'on comprend bien ce que je mets dans mon tableau? Est-ce qu'on part bien d'un global vers un sujet un peu plus précis, donc avec un effet entonnoir de gauche à droite, avec une bonne répartition des couleurs, que ce soit compréhensible aussi. Je vais pas mettre des couleurs chaud-froid pour une vue qui parle de quantité. Mais enfin, voilà, il faut que ça soit cohérent. Donc, tout ça fait partie un peu de la liste de bonnes pratiques à avoir sur Tableau. Et puis, une fois que j'ai créé mon dashboard, encore une fois, je fais attention à ce qu'il soit maintenable, à ce qu'il soit fiable, à ce qu'il n'y ait pas des problèmes de performance. Voilà, ça, c'est le petit travail aussi en les dashboards. En termes de sécurité des données, peut-être que l'équipe métier ne veut pas que les autres équipes aient accès aux chiffres. Donc, il faut faire bien attention. Est-ce que j'ai donné les bonnes autorisations aux utilisateurs dans Tableau Serveur? Ça, c'est aussi un peu de la gouvernance par rapport au dashboard. Faire des groupes d'utilisateurs qui vont être que viewers, d'autres qui vont avoir le droit de télécharger le dashboard. Enfin, voilà, il va falloir un peu mettre ça au clair. Donc, c'est ce qu'on appelle la recette avec l'équipe métier, c'est-à-dire qu'on regarde si tout est OK avec le cahier des charges. Une fois qu'on est d'accord, et ben après, je vais le publier dans Tableau Serveur avec les bons accès, les bonnes autorisations. Et ensuite, et ben, il va pouvoir être consultable par à la fois les équipes métiers et donc les utilisateurs qui auront accès à ce dashboard. Et ainsi, il pourra être téléchargé, il pourra être utilisé dans des présentations vers le top level management. Et puis, en parallèle de tout ça, à la fin, j'ai aussi des petites tâches dans cette mission où je dois faire un peu de la communication et de la formation avec les users. Mon rôle, il s'arrête pas juste à un rôle d'exécutant. Je suis un consultant, donc je dois aussi un peu travailler main dans la main avec ces équipes d'utilisateurs. Donc, ça veut dire aussi leur apprendre comment utiliser l'outil. Ils sont pas forcément acculturés à cet outil. Donc, ça passe par des formations, soit en ligne, soit sur site, en anglais ou en français, parce que du coup, c'est un groupe qui est à l'international, et de différents niveaux, donc niveau débutant, niveau intermédiaire sur Tableau, afin qu'on soit sûr que l'utilisation qu'ils vont faire des dashboards qu'on a développés, elle soit optimale. Et puis voilà, et en fait, ce schéma-là, de data prep, de data vis, pour vraiment résumer en gros blocs, quoi, la data prep, ça me prend 60% de mon temps sur cette mission-là, et la data vis, 40%. Généralement, data prep qui prend plus de temps parce que c'est super important, c'est le plus gros du travail, c'est là où on va vraiment tout optimiser pour que dans Tableau, nos visualisations, elles soient les plus performantes, les plus compréhensibles possibles, parce que la donnée est fiable et elle est vraiment sur mesure pour ce qu'on met dans les dashboards. Donc, c'est vraiment la data prep en vrai qui est prédominant, qui prend le plus de temps. Et la data vis, c'est la partie un peu plaisir où on va travailler sur le design aussi, on fait les finitions dans la data vis aussi. Donc, mais ça vient vraiment à la fin. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je fais, en tout cas, de ce que j'ai fait dans cette mission-là. Et Quentin, toi, tu as une mission différente qui aborde d'autres aspects, donc ça va être intéressant aussi. Parfait. Merci, je te remercie. Du coup, je vais vous parler de mon expérience en rentrant chez Midral suite à la formation DataBird. Donc d'abord, ça a commencé par 3 semaines de bootcamp en fait chez Midral. Donc ils nous accompagnent, ils nous forment sur les outils Tableau, sur la méthodologie, ce qu'ils appellent la posture client. Mais je laisserai Steve revenir dessus, il vous en parlera après. Et donc en fait, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que suite à ce bootcamp, en fait, j'ai eu tout de suite une mission longue. Donc qui dure encore aujourd'hui. Je suis toujours sur la même mission depuis que je suis rentré chez Midral, qui est dans le secteur public. Donc en fait, je travaille aujourd'hui avec un groupe public et dont le contexte, en fait, si vous voulez, c'est que ce groupe, il a plein de sous-structures qu'on appelle des métiers. Et moi, je travaille pour une structure qui est assez transverse, en fait, qui a pour mission d'aider à la transformation numérique au niveau du groupe. Et en fait, le contexte, c'est que chaque structure aujourd'hui fait remonter des datas qui sont propres à la structure, mais qui surtout, il n'y a pas de centralisation en fait aujourd'hui de la data et il n'y a pas d'unification de la méthodologie pour remonter ces données. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que faire remonter aujourd'hui ces datas au niveau du comité de direction, c'est chacun le fait remonter à sa sauce et au format qu'il veut.
Voilà. Donc, en rentrant dans cette mission, l'idée c'était d'uniformiser tout ça, en partant de la remontée. Donc, il faut aller voir directement le métier pour comprendre qu'est-ce qu'ils font exactement, comment ils préparent leurs données et essayer de le restituer, se mettre d'accord sur un format et le restituer au mieux derrière pour que ça puisse venir en fait de façon synthétique revenir au niveau du comité de direction pour aider à travers la visualisation sur l'outil Tableau, aider à la prise de décision. Donc ça, c'était vraiment l'idée du contexte et du besoin. Et donc, c'est ce qu'ils appellent en fait un dashboard de pilotage de l'activité. Donc moi, je suis rentré dans cette mission dans ce contexte-là. J'ai eu de la chance, comme je disais, à ce que c'est une mission longue. Et surtout, je suis aussi un peu comme Émeric, rentré dans une équipe qui était déjà formée, qui était déjà en place depuis quasiment un an. Donc il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites. Et j'ai eu l'opportunité de me former en fait avec ces équipes-là. À la data, au contexte de la mission et pour la suite. Donc, du coup, comme je disais, les points clés du projet, c'était vraiment de récupérer l'information à travers les métiers, de préparer la donnée, gérer l'alimentation des données et créer les tableaux de bord. Donc, le tableau de bord était déjà fait, mais il y a eu pas mal de choses, d'évolution à apporter, donc des visuels à créer. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé en data prep. Donc, en fait, le premier mois et demi de ma mission, je l'ai fait entièrement sur la Vise. Et pour vous expliquer un peu le contexte un peu plus détaillé, c'est que en fait, il y a une autre équipe qui travaille sur ce qu'on appelle un lac de données. Et l'idée de ce lac de données, c'est ce dont je parlais, c'est la centralisation de la donnée. Et quand je suis arrivé, cet outil n'était pas encore en place. Il a été mis en place quelques mois après. Et donc, moi, mon client, il m'a demandé, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il m'a demandé de récupérer ses travaux. Et en fait, ce qui m'a permis de faire le lien avec la formation DataBird en Python notamment. Parce qu'en fait, pour faire la préparation de données sur cet outil, c'était entièrement en Python. Donc, j'ai passé pas mal de temps à développer un outil qui permet de faire la préparation en Python. Donc, j'utilise PySpark, je sais pas si ça vous parle. C'est un autre outil que Pandas, c'est dans un peu la même idée, mais ça se base sur le système qui s'appelle Hadoop, qui permet de faire du big data en fait. Voilà. C'est un système de base qui permet dans Python de faire du big data. Donc, j'ai travaillé sur ça. C'est sur PySpark. J'ai développé tout un framework en partenariat avec les équipes, on était deux à faire ça, pour faire un outil automatisé de préparation de données, parce que c'était vraiment ce que voulait le client, c'est que ça soit automatisé en fait. Et donc ça demande énormément de travaux, de développement en Python. Également, en fait, cela qui se base sur un cloud. Et en fait, le cloud, alors on ne voit pas ça dans la formation et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit en tant que data analyst, mais j'ai eu de la chance parce que mon client, il m'a demandé de monter en compétence sur ça. Donc eux, ils utilisent aujourd'hui une solution qui s'appelle OpenStackly, qui est une solution cloud open source. Et donc en fait, j'ai été formé sur le déploiement de serveurs, de bases de données sur cet outil. Donc j'ai eu la chance de pouvoir, pour les besoins du projet, de mettre en place des serveurs qui sont dédiés à la manipulation de la data et au déploiement de la data en fait et de l'outil qui derrière en Python, PySpark. Et le reste du temps, effectivement, ça a été de la mise à jour de données pour les tableaux de bord, les visuels. Donc sur l'outil Tableau, ça aujourd'hui c'est vraiment un outil indispensable. Il y a de plus en plus de clients qui l'utilisent. Et c'est un peu c'est la marque de fabrique de Midral puisqu'en fait on est expert Tableau depuis le début, depuis qu'ils ont commencé. En fait, on a été les premiers. Steve en reparlera, mais on a été les premiers partenaires Tableau en France. Voilà à peu près moi pour ma mission. Donc après ça a été aussi côté Tableau, ça a été création de visuels, des ateliers avec le métier, très important. Comprendre ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, comprendre comment ils utilisent la donnée, qu'est-ce qu'ils en font, quelles transformations ils appliquent dessus, pour que nous on puisse derrière les répliquer sur un outil et que ça remonte au plus près de ce que souhaite le métier, que ce soit en termes de visuel et de préparation de la donnée pour que le comité de direction, hein, in fine, eux, ils puissent d'un coup d'œil avoir l'information, les KPI, les indicateurs clés de performance, d'un seul coup d'œil, qu'ils puissent être en capacité de prendre des décisions très rapidement et de voir l'activité, comment ça se passe, est-ce qu'on a bien atteint les objectifs.
et voilà, et vérifier que tout se passe bien pour tout le monde et qu'ils puissent prendre des décisions. Voilà à peu près pour moi. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit déjà sur mon retour d'expérience ou celui d'Emeric? Je ne sais pas si c'est le moment de... Ouais. Tout de suite, il y a des missions avec pas mal de Python, de SQL, par rapport à la personnelle. Ouais. Bah, oui, enfin, tu le disais un peu tout à l'heure, déjà en sortant du batch, et donc ensuite en étant intégré chez Midral, pardon, c'est vrai. Oui, en sortant du batch et après en étant intégré chez Midral, donc déjà on a aussi une petite période de formation, un bootcamp aussi chez Midral, puisque en fait, ben après ça dépend dans les missions dans lesquelles tu vas aller, il y a des outils différents, les clients n'utilisent pas tous les mêmes outils. Dans les mêmes quantités, il y en a qui vont être plus sur de la data vis, plus sur de la data prep, plus sur de la data architecture. Donc en fait, ça va dépendre de la mission dans laquelle tu vas être. Et de toute façon, avant la mission, ben, tu as aussi des entretiens avec les clients qui, eux, vont t'exposer leurs problématiques. Midral aussi, il y a une grosse équipe commerciale qui va aussi avoir un rôle de fitter des profils de consultants Midral. On a tous aussi, on arrive avec nos qualités. Et donc de fitter ce qu'on sait bien faire avec les prérequis du client. Donc tu peux avoir des missions, par exemple, tu vas faire presque que du SQL en data prep, mais ça peut t'aller parce que toi, justement, tu as une vraie appétence pour le SQL. Et donc ça, c'est un travail aussi que Midral fait au niveau commercial, de vraiment essayer de faire fitter toi, tes qualités dans ton profil avec des problématiques clients. Donc, j'ai pas de réponse vraiment précise à te donner. Ça dépend vraiment d'une mission à l'autre. Ça peut être changeant, quoi. Mais peut-être que tu veux rajouter quelque chose. Ouais, moi je me suis permis de changer de slide parce que je pense que ça rejoint un peu Ouais. la slide suivante qui est, en fait, on a voulu faire un parallèle entre ce qu'on a appris à DataBird et les compétences qu'on a pu développer chez Midral. Et donc, en fait, je pense que ça rejoint un peu ta question qui est, enfin, alors moi par rapport à Python, pour répondre sur Python, c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, en fait, en prep, on va plutôt privilégier les outils avec une interface graphique, donc Tableau Prep, qui est intégré au logiciel Tableau. Il y a Nine, qui est un logiciel open source. Il y a Dataiku aussi, qui est en train d'exploser sur le marché. Voilà, il y en a d'autres. Donc, en fait, le client, lui, parce que l'inconvénient de Python, quelque part, en prep, c'est que déjà, il faut des compétences techniques. Donc, pour le client, si jamais, quand le consultant il part, il a envie de reprendre le projet, ça peut être compliqué. Donc, il préfère un logiciel avec une interface graphique parce que ça va lui permettre de facilement reprendre le sujet et de le transférer à d'autres consultants ou d'autres personnes qui devraient reprendre. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un peu un cas particulier dans l'utilisation de Python et de façon assez régulière et sur du long terme. Voilà. C'est un peu une spécificité de ma mission et c'est pas forcément... ça dépendra des clients, on aura des choses différentes en fonction des clients et des outils qu'ils utilisent en interne. Ouais. Je voulais savoir si, à l'avant de vos reconversions respectives, vous aviez imaginé faire ce métier en tant que consultant, pas du tout, et qu'est-ce qui aujourd'hui vous a le charge de faire ce métier en tant que consultant, s'il vous plaît, dans ce format de panéliste. Ouais, alors, moi, pour ma part, en tant que consultant, au début, non, pendant la formation, très honnêtement, je n'avais pas imaginé de consultant, dans le sens où je savais pas ce qu'était le consulting, en fait. Et par contre, j'en parlais un peu dans mon parcours. J'aime bien faire différentes choses, tester des métiers différents. Et en fait, moi, ce qui m'a plu dans le consulting et pourquoi je suis rentré chez Midral en tant que consultant dans ce métier-là, c'est la diversité des expériences. Alors, aujourd'hui, je suis sur une mission longue, donc j'ai
je dirais, j'ai qu'une seule expérience dans un domaine qui est le secteur public aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est quand même beaucoup de consultants chez Midral. Il y a une proximité au sein des locaux, on peut discuter. Et en fait, j'ai accès à des collègues qui, eux, comme Émeric, qui va être plutôt côté bancaire. Il y en a d'autres qui vont être côté, aujourd'hui, il y a l'IA qui se développe. On a des data architectes, on peut communiquer avec eux, on a des experts. Il y a des gens qui ont fait tous les domaines. Il y a du retail aussi. Donc vraiment, on va pouvoir accéder à des gens qui ont énormément d'expérience dans plein de domaines différents et on s'entraîne les uns les autres et ça permet, ça du coup, de se diversifier à travers les collègues. Ouais, et puis enfin, je pense que tu as bien résumé le truc. Moi, je suis arrivé chez DataBird, je voulais être data journaliste, quoi. C'est tout. Et pas du tout consultant, data analyst. Et en fait, au fur et à mesure que le batch suivait son cours, j'apprenais des nouvelles choses techniques. Et en fait, ça me donnait envie de maîtriser ces choses-là. Et donc, je me suis dit, autant foncer et y aller vraiment jusqu'au bout et être vraiment data analyst, quoi. Ce serait dommage d'avoir eu un peu ce petit ce petit ersatz de plein de choses technologiques et puis finalement de me réduire à quelque chose d'un peu plus spécialisé dans ces nouveaux savoirs que je viens d'acquérir. Donc voilà, ça m'a motivé à vraiment me reconvertir full data analyst, quoi. Et puis pour le reste, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit dans l'environnement Midral. C'est vrai que du coup, on est libre de pouvoir travailler sur plein de missions différentes, d'apprendre sur plein d'outils différents. Donc ça contribue à nous mettre encore sur la lancée du batch DataBird où on a appris plein de trucs. En fait, ça fait pas une courbe comme ça, tu vois. En fait, ça continue parce qu'on continue à apprendre plein de choses aussi en mission avec plein de problématiques différentes. Donc, on reste dans la même dynamique d'apprentissage aussi. Donc ça, c'est chouette, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis d'ailleurs, il y a une stratégie d'apprentissage continu, parce qu'il nous demande, aujourd'hui, on passe des certifications, il y a des modules de e-learning, auxquels on a accès pour monter en compétence sur les sujets qu'on veut. Et après, juste pour préciser, c'est vrai que moi, je suis resté dans cette mission longue parce qu'en fait, je m'entends très bien avec le client et ça me convient bien. Mais demain, je pourrais très bien demander à mon manager, j'aimerais changer et ça serait possible, en fait, changer, de client, de secteur. Donc, il y a ces opportunités-là aussi. Je parlais un peu, là sur la slide, on voit, je parlais de la posture consultant. Ça, c'est vraiment prégnant chez Midral, mais je pense dans les boîtes de consulting, c'est vraiment cette approche. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils prennent des profils variés et en reconversion. C'est qu'il y a ce côté un peu gestion de projet, il y a ce côté commercial, toujours être à l'affût des opportunités chez un client. Par exemple, là où je travaille, souvent, on a des réunions avec des personnes nouvelles. Et ils peuvent avoir besoin de data analyst, en fait. Ils peuvent avoir des besoins et auxquels le Midral peut répondre. Donc, en fait, il y a toujours un peu ce côté à l'affût, dire mais ok, prendre le contact, se dire j'ai entendu parler d'une opportunité, est-ce que il y a peut-être quelque chose à aller creuser, quelque chose à faire. Donc, il y a un peu ce que j'aime bien aussi, c'est que oui, ok, on est data analyst, mais on est consultant. Donc, c'est vraiment le côté on accompagne le client dans tous les aspects. Voilà. Pas juste des exécutants. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Enfin, en tout cas, chez Midral, c'est une culture qui est mise en place aussi de dire, ok, on sait faire des trucs techniques, on est data analyst, mais on n'est pas que des exécutants. C'est-à-dire comme l'a dit Quentin, on est aussi un peu à l'affût d'opportunités pour Midral pour développer des comptes de clients, mais on peut être aussi force de proposition, nous, d'un point de vue personnel, sur les attendus techniques du client. Dire, ok, vous m'avez demandé de faire ça. Moi, j'ai ça comme idée parce que ça me paraît aussi être intéressant avec les données que vous avez, etc. Voilà, faut aussi un peu être capable d'apporter de la plus-value. Donc, faut pas juste se restreindre à ce rôle d'exécutant. Et ça, donc, c'est quelque chose aussi qu'on apprend avec l'expérience et c'est assez intéressant. Tout le côté aussi hors technique, posture, ce qu'on appelle la posture consultant. Donc, c'est assez varié, intéressant. Ça dynamise pas mal les journées. Ouais, c'est ça. Et puis pour moi, ça se base aussi sur la culture data. Et je pense que ça, c'est un truc, en tout cas, qui a été véhiculé chez DataBird, qui était le côté, se tenir au courant, ce côté veille, en fait, de la data. Et je sais que, j'avais eu le premier contact avec Steve. C'était les sujets prégnants, en fait, les sujets, dont on a discuté. C'est comprendre la culture de la data, qu'est-ce que c'est, et c'est aussi ça qui va permettre de pouvoir proposer à ses clients
nouvelles choses, des nouveaux outils ou des nouvelles opportunités. Donc ça, c'était super d'avoir ça chez DataBird. Et je pense que voilà, on continue ça dans ces expériences futures après, que ce soit dans le consulting ou autre, mais c'est super de pouvoir porter ça et de continuer à porter ça. Donc voilà. Donc bien sûr, il y a l'aspect compétences techniques, SQL, Python, Data Prep, Tableau, qu'on va aborder chez DataBird, mais c'est une introduction. Et après, le monde de la data est quand même très très vaste et en constante évolution, donc surtout avec les IA qui arrivent. Donc voilà, c'est très content du parcours en tout cas pour tous les deux, mais voilà, d'avoir commencé chez DataBird et de continuer aujourd'hui dans le consulting. Il y a une question. Ouais. Je dirais que ça s'adresse un peu à tous les deux, parce que c'est une comparaison de vos expériences, mais comment est-ce que vous feriez la différence entre un projet ou des missions ou des enjeux autour de la data entre le secteur privé et le secteur public? C'est une bonne question. Mais en fait, je suis pas sûr qu'il y ait tellement de différence. Je pense que les enjeux sont les mêmes. Pour moi, je dirais que les de performance sont peut-être un peu différents. Ouais, c'est ça. Alors, il y a peut-être plus de remontée d'objectifs, mais quoique dans le public aussi, il y a des objectifs. Ils sont peut-être moins prégnants au quotidien pour les équipes. Moi, je dirais que les enjeux sont quand même les mêmes. C'est la prise de décision, la capacité de prévoir ce qui va se passer. Voilà, avec des modèles de machine learning ou autres, mais également de qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment et comment je pilote mon activité. Et je pense qu'en fait, la problématique reste la même. Pour un manager dans le public ou dans le privé, globalement, c'est faire en sorte que ça fonctionne bien. Peut-être que le côté monétaire est un peu plus prégnant dans le privé. Quoique aujourd'hui, on voit bien les 10 milliards d'économies. Voilà, donc ça passe aussi par la data. Donc. Et en plus, déjà, on peut dans le cas c'est pour l'instant, enfin, je sais pas pour l'instant, moi, je considère que non, c'est pas trop une option parce que je continue d'apprendre en fait au cours de mes différentes missions et je continue d'utiliser des nouveaux outils, etc. Donc, pour l'instant, je vois pas pourquoi je me mettrais en freelance parce que la courbe d'apprentissage, elle est toujours là. Donc, ouais, c'est ça. J'envisage pas pour l'instant. Partage, pour moi, c'est pareil. J'avais envisagé ça après DataBird, mais en fait, je me suis dit que je manquais d'expérience. Mais en fait, maintenant que je suis dans le milieu du consulting, je me rends compte qu'effectivement, il y a tellement une courbe d'évolution et d'apprentissage qui est importante qu'aujourd'hui, non, c'est pas une option. On verra. C'est une suite logique. Il y a des collègues qui peuvent partir au bout de 4-5 ans d'expérience, qui veulent se lancer dans le free. Mais effectivement, c'est plus après quand même quelques années d'expérience. Ouais. Puis moi, le freelance, j'avais testé en tant que journaliste et voilà. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ces retours d'expérience de Quentin et d'Emeric vous ont plu et que, au travers, encore une fois, de ces retours d'expérience, vous avez pu comprendre comment Midral aide ses clients à comprendre et agir avec la donnée. Aujourd'hui, la proposition de valeur de Midral, elle gravite autour du fait qu'on est une société de conseil qui a 20 ans d'expertise. C'est-à-dire que quand on travaille avec des clients, on est capable de leur proposer des use cases, des projets sur lesquels on a travaillé. On est capable de challenger des secteurs d'activité avec différents clients sur lesquels on a été amené à réaliser différentes missions. Et notre valeur ajoutée, elle s'articule aussi au travers des solutions qu'on apporte. Aujourd'hui, les solutions que nous apportons, elles s'articulent autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est le côté technologique. Comme ils vous l'ont dit, on a noué différents partenariats technologiques et l'idée, c'est de se dire, OK, quand on avance sur un projet client, il est important que le client puisse être rassuré sur notre capacité à le faire évoluer sur des outils qui vont vraiment l'aider à proposer un maximum de ROI sur ses projets. Et puis derrière, d'avoir aussi des relations fortes avec des éditeurs, ça nous amène du business, on va pas se mentir, puisqu'on est garant de la bonne utilisation de leurs solutions logicielles, on est garant aussi de la renommée de leurs solutions. Le deuxième pilier, c'est toute la partie prestation. Vous l'avez vu via ces différents retours d'expérience.
il est très important pour nos clients qu'on puisse les accompagner et tout en leur garantissant un maximum de valeur ajoutée. Encore une fois, on n'est pas sur un métier où l'idée c'est d'être juste un garant d'une technique. La valeur ajoutée de nos métiers, c'est vraiment optimiser, faire gagner des parts de marché, rendre des process plus fluides. C'est vraiment là le nerf de la guerre. C'est moi, je suis une entreprise, j'ai besoin de gagner des parts de marché. Comment je dois le faire? Comment je dois modéliser? Comment je dois structurer mes processus métiers? Voilà, c'est vraiment le point. Et le dernier levier, c'est le côté centre de formation, puisque Migral est aussi un centre de formation. Et c'est l'idée, c'est de se dire, OK, nos clients, quand nous travaillons avec eux, on est à même de pouvoir leur proposer des solutions, on est à même de leur proposer aussi des consultants qui ont une expertise. Et quand ils en ont besoin, on est aussi capable de les accompagner dans la montée en compétences sur des outils, qu'il s'agisse de Tableau, qu'il s'agisse de NAM et d'autres solutions. C'est très, très important. Il n'y a pas pire pour un client, c'est d'avoir un outil. Et au final, les métiers ne peuvent pas l'utiliser ou ne l'utilisent pas correctement. Donc, c'est vraiment sur ces piliers que nous travaillons. Donc, vous l'avez vu, hein, aujourd'hui, on est bien évidemment partenaire de solutions phares comme Tableau, Nine. Mais aujourd'hui, on est très pragmatique quant à notre utilisation des solutions. Pour nous, un bon consultant, c'est un consultant un peu caméléon. C'est de se dire, ben voilà, sur le marché, il y a X outils, tâchez d'en connaître le maximum et c'est toujours intéressant parce que vous pouvez proposer plus de valeur ajoutée à des clients. Et même pour vous, en termes de connaissances personnelles, c'est toujours mieux aussi de pouvoir travailler sur différents outils. Vous pouvez être plus à l'aise sur certains. Et puis derrière, vous pouvez aussi challenger par moments certains clients sur certaines choses. Et ce qui est important aussi, et ils l'ont bien mis en évidence, c'est votre faculté à monter en compétences. Une fois que vous sortez du batch, vous avez appris des choses qui sont très pertinentes, mais dans la vie d'un consultant, il faut constamment se challenger. Ce que vous connaissez aujourd'hui sera peut-être valable pendant un an, mais dans un an, il y aura d'autres choses qui seront arrivées sur le marché, il y aura d'autres méthodologies. Et ça, c'est très important que vous ayez ces envies de pouvoir monter en compétences. Et nous, en tant que structure aussi, qu'on vous donne les moyens. Donc, vous l'aurez compris, hein, tout ce qui est certification, tout ce qui est formation sur le tas, vous travaillez avec des gens à côté de vous qui ont X années d'expérience sur le marché, qui ont travaillé sur X missions, donc qui sont à même, comme je vous le disais, de partager des retours d'expérience. Il y a toute la partie e-learning. On a une plateforme qui est mise à disposition et vous vous formez comme vous le voulez. Et bien évidemment, on a aussi l'opportunité de solliciter des prestataires externes pour monter en compétence. Je sais que l'année dernière, par exemple, on a fait des initiations sur le cloud et d'autres personnes ont fait notamment se sont certifiées sur des aspects de la gestion de projet. Donc ça, vous l'aurez compris, hein, vraiment le cycle de valorisation de la donnée. Un client, il a une problématique business avec des enjeux, il a une problématique avec des enjeux business et l'idée, c'est de trouver des solutions. Moi, souvent, quand je compare, j'essaie de faire une comparaison avec la façon dont moi, en tant que recruteur, je vois le métier d'un consultant, puisque pour moi, j'estime être aussi un consultant pour mes services internes qui sont les managers opérationnels et la direction avec laquelle je travaille. C'est un peu la même logique qu'un médecin. Vous arrivez, vous avez un patient qui a une entreprise, il a une difficulté, il a un problème, il a besoin d'un diagnostic pour trouver des solutions. C'est exactement le même raisonnement. Si c'est ça qui vous intéresse, bienvenue dans le conseil. Migral, 4 valeurs. L'excellence, on est dans le conseil. Pour se démarquer, il faut être excellent. L'esprit de corps, ce qui est très intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on vient aujourd'hui tous les trois, pour faire avancer les choses. Comme je dis souvent, savoir c'est bien, savoir est partagé chez nous, c'est mieux. Le côté pionnier, on est sur un secteur où il y a énormément d'innovation. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, l'intelligence générative, voilà. On a des garants aujourd'hui. C'est des sujets où même nous, côté recrutement, on est sollicité et même nous, on se challenge. Donc, si vous avez aussi, vous, envie de travailler sur des sujets innovants, bienvenue. Et enfin, le côté service, puisque tout ceci n'est que du service. Nous avons des clients. Moi, j'ai des clients internes. Eux, ce sont des clients externes et notre but, c'est de les satisfaire. Côté client, vous l'aurez compris, tout secteur d'activité, c'est aussi ça le charme du conseil. Et je comprends, et pour faire la corrélation avec le sujet sur à quel moment on peut partir en freelance, chacun se fera sa propre opinion, mais je pense que pour partir en freelance, à un moment, il faut avoir vu des contextes.
différents, des secteurs d'activité différents avec des problématiques différentes associées. Vous n'êtes riche que lorsque vous êtes riche d'expérience et qu'à un moment, peu importe le client que vous avez, vous êtes en capacité de lui apporter des choses, notamment par rapport aux expériences que vous avez vécues dans des contextes différents. Donc nous, aujourd'hui, c'est ça la force, c'est que voilà, aujourd'hui, Quentin a beaucoup de secteurs publics, mais à un moment, il basculera sur autre chose avec d'autres problématiques. Quand bien même, il pourrait très bien rester dans le public avec d'autres problématiques sur une autre BU ou avec les mêmes personnes avec lesquelles il travaille. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, la courbe de l'apprentissage, comme le disait Émeric, la courbe d'apprentissage, elle est infinie. Ce que vous avez appris dans votre bootcamp, très bien, ça va vous servir. Nous, on part du principe que il est important, via aussi, c'est la raison pour laquelle on fait un bootcamp, que vous ayez ce phénomène d'acculturation. Le métier du conseil est un métier spécifique. Bien évidemment, on a souvent des choses qui nous mènent au conseil, on a une posture, on sait s'exprimer, on pense, quand on a une situation, on pense résolution de problème, on pense vulgarisation. Souvent, si vous voulez, et c'est là où je les rejoins totalement, ne pensez pas que vous allez arriver sur une mission et tout de suite commencer à faire du SQL, etc. Souvent, la plus grosse difficulté, c'est de comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et quand vous comprenez, après, vous pouvez agir. Et c'est vraiment ça, le nerf de la guerre, c'est comprendre. Et donc, nous aussi, c'est ce qu'on a compris, entre guillemets, c'est de se dire que c'est un métier avec des codes, avec des prérequis, et que c'est important aussi de vous guider dans cette acculturation. Et après, bien évidemment, c'est aussi important pour nous de vous guider dans l'acculturation sur la méthodologie migrale. Pour nous, un bon projet data, c'est un projet avec des bonnes pratiques, c'est un projet avec une bonne information, une bonne communication, c'est un projet bien jalonné, c'est un projet avec une deadline. Il y a toujours des enjeux liés à des budgets. Donc, à un moment, quand le client paye, le client, il s'attend à du ROI, il s'attend à ce que le projet soit cadré sur une durée et que, si possible, ça ne dépasse pas son budget. Donc, c'est aussi ce sur quoi on essaye de mettre l'accent durant le bootcamp. Et bien évidemment, c'est que à l'issue de ce bootcamp, vous ayez un peu comme un guide de bonne pratique que vous allez pouvoir utiliser pour être force de proposition sur l'ensemble des missions que vous aurez pendant toute votre vie chez Midral. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, voilà, comme toute structure, l'idée, c'est aussi de vous projeter. Un parcours, c'est vous arrivez avec des envies. C'est de vous dire aujourd'hui, vous commencez step 1 et dans 2 ans, 3 ans, on est capable de vous emmener jusqu'à tel niveau. Et c'est vraiment que vous puissiez vous dire, waouh, dans la data, on peut faire carrière, j'ai commencé là, j'ai appris ça, demain, je serai là. C'est vraiment que vous puissiez vous dire, voilà, le projet que j'ai, l'entreprise peut vous accompagner dans ce projet, peut-être, et on l'espère, au-delà. Certains deviendront plus techniques, certains deviendront chez nous des véritables chefs de projet, certains deviendront des experts sur une techno, certains deviendront des experts métiers. Ils vont avoir une force de proposition énorme sur un secteur d'activité parce qu'ils en comprennent les usages, ils sont très à l'aise, etc. Voilà. Choisissez votre chemin, mais en tout cas, l'idée pour nous, c'est de vous accompagner dans une trajectoire pour atteindre vos objectifs. Et bien évidemment, comme tout employeur, voilà, chaque année on recrute. Et au-delà de vous avoir aujourd'hui, ce qui moi me fait plaisir quand je suis chez Midral, c'est la diversité. Il y a des hommes, il y a des femmes, on a des gens qui sont qui sont nés dans la data, il y en a qui ont bifurqué dans la data, vous avez des gens qui ont 40 et quelques années, vous en avez qui sont sortis d'école, et c'est ça qui fait la richesse. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde a son mot à dire. Quentin et Émeric, ils n'ont pas moins d'importance dans notre organisation que des gens qui sont là depuis 10 ans. Ils n'ont pas moins d'importance que des personnes qui ont X années d'expérience dans la data. Non. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'ils ont leur valeur ajoutée, ils ont des choses à apporter. Et en fait, c'est le fait qu'eux aussi aient pu voir d'autres choses. Et c'est ça qui nous enrichit tous au quotidien. Voilà. Si jamais vous avez des questions, on est prêt à y répondre encore une fois. Ravi de pouvoir échanger tout ça avec vous. Oui. J'ai une question. Tout d'abord, merci pour votre intervention à tous les trois. Merci. Super intéressant et super cool d'avoir des feedbacks de nos anciens apprenants d'un batch précédent. Question pour tous les deux qui vous êtes consultants en data, si j'ai bien compris. Et je voulais savoir, en fait, du coup, lorsque vous intervenez en entreprise, vous faites face à quel type d'interlocuteur?
j'imagine certainement des chefs de projet métiers, chefs de projet IT, pour justement bien comprendre la problématique et le projet. Du coup, j'imagine qu'il y a des choses que vous peut-être partagées, co-partagées en amont du projet pour du coup en fait, définir le timing. Oui, c'est une bonne question. Enfin, ça, encore une fois, c'est très lié à la mission en elle-même. Alors, généralement, oui, tu rejoins une équipe, elle peut être déjà faite ou elle peut naître avec toi quand tu arrives. Généralement, tu as un manager, un chef de projet qui va un peu incarner le client pour lequel tu travailles. Encore une fois, ça dépend de l'équipe dans laquelle tu es. Tu peux être dans une équipe dédiée à de la data quality, tu peux être une équipe dédiée à la data architecture. Donc, du coup, ça va être des problématiques, des timings différents. Moi, dans mon cas, voilà, je suis arrivé dans une équipe sur la mission que j'ai évoquée, qui était déjà faite. Du coup, c'est pas moi qui suis venu avec ma méthodologie de projet, c'est un grand groupe bancaire qui avait déjà une méthodologie bien huilée, on va dire. Mais bon, c'est pas des méthodologies qui sont complètement étrangères à ce que nous on est capable de mettre en place. Donc, tu t'adaptes assez facilement. Et puis, tu prends le sujet qu'on te donne pour commencer. Comme ça te permet de t'acculturer la problématique qu'on te donne dans le timing un peu. Tu comprends le timing dans lequel on te met, etc. Tu prends tes marques. Et puis après, au fur et à mesure, encore une fois, on leur dit aussi à ce côté, on n'est pas seulement des exécutants, on suit à la lettre la méthode du client. Toi aussi, tu as ta propre méthode, la méthode minérale, etc. Et tu peux créer de la plus-value comme ça, en disant, OK, je sais que là, on peut faire sur tel timing, tel sujet, etc. Moi, je pense que ça peut être intéressant aussi d'aborder ça sous cet angle-là. Je peux te proposer une manière de faire, tu me dis si ça te va ou pas. Généralement, le client, ils sont jamais ultra fermés parce qu'ils savent très bien aussi que nous, on a une expertise sur les produits et les outils qu'on utilise en mission. Donc, généralement, ils sont aussi ouverts au dialogue. Et puis, c'est à nous aussi d'instaurer ce dialogue-là avec le client. C'est la posture consultante qu'on évoquait. Et donc de s'adapter aussi, de voir ce que nous, on peut partager en termes de méthode, de timing, etc. Donc, pour te répondre, enfin, je sais pas, tu veux peut-être compléter. Ouais, non, mais je pense que c'est aussi c'est par rapport à la méthodologie qui se passe chez Midral et dans les sociétés de conseil de façon générale. Mais en tout cas, chez Midral, il y a une équipe avant-vente qui va en fait en amont du projet, va avec le client qualifier les besoins et établir un RACI qui est en fait un document qui va établir les responsabilités, qui fait quoi, qui anime les ateliers, qui doit donner les livrables, et ainsi de suite. Donc en fait, toute la chaîne de production qui va y avoir, tout le projet, il est prévu en amont pardon, dans la gestion de projet en fait. Donc comme ça, il n'y a pas de surprise et tout le monde sait qui doit faire quoi, à quel moment. Quand est-ce que c'est au consultant d'intervenir, quand est-ce que c'est au client de valider, d'intervenir aussi. Voilà. Après, par exemple, moi dans ma mission, ça peut prendre la forme on a des réunions avec la chef de projet, c'est elle qui pilote l'activité, on va dire, et de temps en temps, on peut participer sa hiérarchie. Voilà, jusqu'à N plus 1, N plus 2, qui viennent voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si ça répond. J'avais une question. J'ai vu sur la slide, en fait, de clients, principalement, en fait, des transferences, services. L'industrie. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité sur lesquels je ne vais pas présenter? La santé. La santé aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est une question d'opportunité. C'est pas ce n'est pas un manque d'envie, c'est souvent une opportunité. Il y a des secteurs qui se reconnaissent par rapport à une expertise que vous avez. On parlait de 20 ans d'expertise. Quand vous arrivez avec des clients avec lesquels vous avez déjà réalisé des choses, ils sont plus enclins à vous faire confiance en disant si vous avez fait ça avec un tel, très bien. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien accroché. On fait du cosmétique, on s'en sort plutôt bien. La santé, parce qu'on commence parfois. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir potentiellement par moment aussi
le consultant qui a cette expertise dans un secteur d'activité qui nous permet puisqu'il y a des conversations qui sont en cours, et puis à un moment, on peut avoir le consultant qui a la bonne expertise au bon moment pour dire au client, enfin, il est encore prospect à ce moment-là, tu as envie de faire ça, tiens, regarde, j'ai le consultant idéal qui pourrait, et puis une fois que c'est parti, voilà, le public, il y a 2 ans, quand moi je suis arrivé, le wagon, c'était plutôt le secteur bancaire chez Mindral. Aujourd'hui, enfin, jusqu'à l'année dernière, c'était le secteur public. C'est toujours une question de timing. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun secteur qui n'est pas pris en considération, et il n'y a aucun secteur qui ne fait pas partie de la roadmap Mindral en termes de positionnement commercial. Après, c'est souvent une histoire d'affinité ou une histoire de timing. Normalement, les filiales de la distribution, en fait, vous m'entendez complètement. Voilà. Je sais que lorsque on a accueilli des consultants, il n'était pas forcément bien accueilli parce que, justement, il arrivait de l'extérieur avec une vision qui était pas forcément avec une connaissance métier. Donc, comment vous, dans vos expériences, vous êtes un peu accueillis dans ces façons, ces clips, en fait? C'est quand même expérience. Je trouve plutôt bien, hein. Enfin, dans mon cas, plutôt bien. Je pense que toi aussi, en fait, les clients avec lesquels on travaille, aujourd'hui, s'ils font appel à nous aussi, c'est qu'ils ont des vrais besoins. Ils ont compris que peut-être que les besoins qu'ils avaient, ben, ils passaient avant. Il y a peut-être eu un moment où il y avait des appréhensions à se dire, est-ce que c'est des consultants qu'il faut sur des sujets comme ça, mais quand on voit l'expertise, quand on voit l'importance des besoins que ça prend dans le monde de l'entreprise, et aujourd'hui tout la dynamique d'acculturation à la data dans le monde de l'entreprise, je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai jamais eu de cas où des clients étaient un peu sur le qui-vive par rapport à des consultants, etc. Et qu'ils savent très bien que la data aujourd'hui c'est crucial et que les besoins qui sont créés par la data, les régler, enfin en tout cas y répondre, c'est beaucoup plus important que peut-être d'avoir des lignes, dans une position un peu, comment dire, de méfiance. Donc, je pense que c'est en toute bonne foi qu'ils font appel à nous. Et en tout cas, de mon côté, je ne sais pas non plus, mais j'ai jamais eu affaire à des clients un peu sur la réserve. Voilà. Enfin, en tout cas, à chaque fois, vraiment, on était dans dans un état d'esprit de, bah, on va collaborer parce que ce qu'il y a à faire, il y a beaucoup à faire et c'est vraiment crucial pour l'entreprise. Donc, je pense que c'est ça qui prend le pas en même. Le client, souvent, des équipes avec lesquelles vous êtes amené à travailler. Ouais, mais bien sûr, mais en fait, en plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme il y a en plus cette dynamique un peu data mesh, on rend responsable les équipes métiers en entreprise de leurs propres données. Bah, en fait, elles se sont mis un peu à niveau sur ces sujets-là. Donc, dans l'état d'esprit, elles savent très bien que si on est dans une collaboration fructueuse, ça sera que du bénéfice pour elles aussi, pour leur activité au sein de leurs équipes. Donc, ça, on est assez sur la même longueur d'onde, finalement. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, c'est ça. Moi, je partage également dans le sens où, en fait, par rapport aux équipes métiers, on intervient parce qu'il y a un besoin qui a été identifié. Même si ça vient du client et que c'est pas les équipes métiers en elles-mêmes, en fait, il y a quand même ce besoin-là. Ils ont besoin d'aide. Nous, on intervient pour les aider. Donc je pense qu'il y a déjà ce premier rapport. Après, en tant qu'expérience perso, moi, je suis arrivé, le projet était déjà là depuis 1 an. Donc, en fait, la confiance, elle a été faite au niveau de la boîte. Moi, j'arrive comme un nouvel intervenant, mais de Midral. Donc, il y a déjà une confiance qui est établie, en fait, parce que le projet se passe bien depuis un certain temps. Après, on a une responsabilité aussi en tant que consultant, enfin, en tout cas, je trouve, qui est de, comme disait Steve, qui est déjà de comprendre, en fait, le besoin. Et je pense que la méfiance des équipes métiers, elle se dissipe, en fait, en discutant avec eux, en leur montrant que, OK, oui, mais moi, je suis là pour vous aider, je réponds aux besoins, je suis la bonne personne, et OK, je comprends votre problématique et j'y réponds, en fait, et je suis là pour vous. Voilà. Parce que ça se... Donc moi, ça s'est très bien passé comme ça. Et je pense que c'est la bonne démarche. Quel type de poste complément?
quels sont les postes des juniors et les postes seniors? Très bonne question. Moi, souvent, ce que je réponds, et comme toute entreprise, il y a des étapes d'amélioration. Je suis totalement transparent en disant qu'aujourd'hui, pour te l'expliquer simplement, aujourd'hui, on a une évolution en termes de data. Enfin, quand tu rentres chez Midral, tu es data analyst. Après, tu as un parcours à faire qui va te mener au poste de business analyst. Après, tu vas devenir business expert et potentiellement, tu vas devenir analytics advisor. C'est ce qui est en place aujourd'hui. Nous, on en a discuté très ouvertement en interne et on pense que fut un temps, ça a été très pertinent, peut-être qu'il faut du changement aussi. Et donc, on est dans une réflexion pour aujourd'hui être en capacité, quand je dis aujourd'hui, demain, être en capacité peut-être de proposer des parcours beaucoup plus rapides et avec peut-être d'autres étapes pour justement projeter. Ce qui est important pour toute personne, c'est quand tu rentres, être capable de dire, OK, potentiellement, dans 2 ans, tu es là, dans 3 ans, tu es là, dans 5 ans, tu peux être là. Est-ce que ça te va? Ça te va? Ben, on y va. C'est un peu l'idée de ce sur quoi on va travailler prochainement pour pouvoir améliorer les parcours. Mais aujourd'hui, pour répondre, il y a de fortes chances que tu rentres soit data analyst, soit business analyst. Attention, nous, on prend aussi le fait on valorise l'expérience que tu as avant. C'est important. Ce n'est pas parce que tu es vierge, et je mets ça entre guillemets dans la data, où tu commences ta carrière dans la data, que tu n'es pas data compatible ou que tu n'étais pas déjà travaillé sur des problématiques data. Marine, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a été aussi issue d'un batch, elle avait X années d'expérience dans le marketing sur des aspects liés à la connaissance client. Donc, elle parlait déjà de la donnée. Il aurait été très surprenant de notre part de la considérer comme junior. Elle n'est pas du tout junior. Donc, on a aussi ce positionnement où, bien évidemment, on prendra en considération ce que vous avez fait avant. De rien. Oui. Bonsoir, merci pour votre temps. Voilà. Et en fait, moi, j'ai une question pour tous les deux. C'est quoi en fait la partie où vous travaillez en autonomie et la partie où vous travaillez en équipe avec les différentes personnes, chefs de projet, etc., avec les métiers. Comment ça se décompose en termes de temps en fait, en pourcentage? En autonomie, en fait, pour moi, la partie autonomie, c'est la partie réalisation. C'est-à-dire que soit en prep, je suis en train de réaliser mon code Python, soit je suis en train de réaliser mes visuels parce que le client a demandé des visuels. Et en fait, dès que cette partie est finie, réalisation technique, on va dire, je travaille en équipe, que ce soit avec le client pour valider la recette ou demander en amont pour demander à mes équipes, ok, moi j'ai ça comme idée, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, on fait valider avec le client. Enfin, donc en fait, je dirais que la partie autonomie, elle est surtout liée à la réalisation technique en fait. Donc, en termes de pourcentage, c'est dur à dire, mais je dirais 20-30% en autonomie et le reste en équipe. Ouais, pareil. Sur le côté, comment vous avez essayé de l'adapter du consulting, comment on se prend en même temps? Est-ce que vous vous sentiez à l'aise à l'idée d'aller partager des stratégies? Déjà, il y a cette partie quand on arrive, enfin en tout cas dans notre cas, je pense que nous, on avait une grosse marge de progression sur cet aspect-là parce qu'on n'avait jamais été consultant. Mais en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a tout le côté bootcamp chez Midral aussi. C'est parce que ils savent très bien, Midral, que nous, on a déjà des acquis techniques en arrivant chez eux. On va continuer à en apprendre sur des outils, etc. en mission, mais le bootcamp aussi, il sert justement à inculquer la culture un peu, la posture, la culture du consultant. Et donc, en fait, en 2-3 semaines, enfin 2 semaines de bootcamp, on a déjà les bonnes pratiques avec en plus tous les gens autour de nous qui, eux, sont en mission, qui l'ont été, qui ont de l'expérience, pour en fait déjà partager tout ce savoir-là avec nous. Et on arrive en mission après 2 semaines, 3 semaines
de bootcamp, on a déjà pas mal de bonnes pratiques en tête parce que d'une part, on a eu des exos, des mises en situation, des use cases dans le bootcamp chez Mineral, et en plus, on est tous les jours, quand on est dans les bureaux chez Mineral, entouré de gens qui sont en mission, qui l'ont été, et donc en fait, on voit à l'œuvre en fait ce fonctionnement-là et on s'en imprègne très rapidement en fait. Ouais, non, je suis d'accord. Après, je pense que la première mission, là, quand on arrive, c'est stressant. Hein. Faut pas se le cacher. Hein. On arrive la première fois devant un client, on fait bah moi j'ai jamais OK, on y va, on se lance. Mais en fait, ça se passe très bien parce que je pense que comme Steve le rappelait, en fait, on faut aussi se baser sur ses expériences passées. On est quand même mis dans des missions où le profil y match. Et en fait, on a appris des choses dans sa carrière, même si c'est pas dans la data ou même si c'est à l'école, juste en termes de personnalité. Enfin, on a toujours des choses à mettre en avant, à mettre en valeur. Et c'est aussi ça qui intéresse le client. C'est pas que la réalisation technique purement liée à la data, c'est tout ce qui va avec, en tant que personnalité, de ce qu'on a pu trouver, développer et de ce qu'on est. Et je pense qu'en fait, il faut aussi se rendre compte de ça et y aller. Et de toute façon, si vraiment ça ne matche pas avec le client, vous allez le sentir. C'est assez net. Donc, Juste pour peut-être faire un mot, c'est juste de savoir concrètement à quel stade vous faites en fait, chez les doigts de chaque site, et aussi je vous dis sur le et par exemple, sachez les Alors, la fourchette, nous, on a challengé, hein, ben, culture data, benchmark, on regarde ce que tout le monde fait, on se positionne. Nous, on est bon sur la partie entrée junior. Un junior aujourd'hui doit chercher, il va être sur une fourchette entre 40 et 45 000 euros à peu près. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on appelle junior? C'est plutôt là où il faut se poser la question. Est-ce que quelqu'un qui a X années d'expérience est junior? Après, ça va dépendre de son niveau et ce côté data compatible. Est-ce que le métier sur lequel il évoluait avant était associé à à des enjeux liés à la data? Oui, non. Oui, il n'est pas junior. Non, bah, il est peut-être un peu plus junior. Et la deuxième question, c'était lié à, pardon, le côté télétravail. Alors nous, on a une charte de télétravail en place qui est, le Covid a eu des mauvais aspects, mais ça, j'ai honte de le dire, mais bravo là-dessus. Que le travail, on a compris que le télétravail, c'était un mode de travail qui justement était compatible avec la performance. Donc aujourd'hui, nous, on a signé un accord de télétravail qui prévoit jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Après, forcément, on est sur du service, donc le premier réflexe, c'est de se mettre d'accord avec le client. Le client lui-même, il a un usage en interne. Je vais prendre certains exemples bancaires, ils sont plutôt en 3-2, 3 jours présentiel, 2 jours télétravail. Ben, une fois que c'est acté comme ça, ben, ce sera 3 jours en présentiel chez le client et 2 jours en télétravail. Nous, la seule chose qu'on va de temps en temps demander, puisqu'on est sur du service et qu'on est on est dans du conseil, c'est de quand même créer quelque chose avec nos salariés, puisque une des conséquences négatives que peut avoir à certains niveaux le conseil, c'est que vous avez un salarié qui est tellement chez son client qu'il n'a plus de lien avec son employeur et que c'est un peu le côté, c'est juste ma fiche de paye. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On souhaite qu'il y ait une vraie idée de culture, une vraie identité, parce que c'est important pour venir par moment au bureau. Et puis, on s'est aperçu que venir au bureau, c'est aussi important dans la résolution de problèmes. Moi, j'ai assisté à des situations où vous avez un consultant qui galère sur un sujet depuis X temps, il se retrouve à côté de quelqu'un, c'est parce qu'il en parle. Et l'autre, tu dis, mais attends, moi, j'ai travaillé sur ça, attends, regarde, hop, et en 1 heure, c'était réglé. Donc, c'est aussi ce qu'on essaie de leur expliquer, ils le comprennent très bien, c'est que les interactions physiques sont pertinentes et elles sont souhaitables. Donc voilà, ça reste télétravail dans le cadre requis, mais on les invite quand même de temps en temps à venir nous faire un petit coucou au bureau. La question en tant que consultant, est-ce que ça vous arrive d'intervenir chez différents clients sur une période? Est-ce que vous avez à chaque fois un seul client, seule mission à finir, jusqu'à la clôture de la mission pour reprendre une nouvelle? Pour être le cas dans où j'ai un client. D'accord.
Oui, pareil, du coup, comme je suis en mission longue. Alors moi, je peux répondre. Je suis pas consultant, mais en fait, je le sais parce que je côtoie d'autres consultants et un consultant peut être amené à prester chez d'autres clients. Tu peux être en mission. En fait, tu peux avoir des clients qui vont avoir des besoins sporadiques, qui vont avoir un besoin d'accompagnement parce qu'ils ont besoin à un certain moment de se dire par rapport à mon projet comment ça avance, etc. Mais ils n'ont pas besoin de t'avoir en full time sur toute une semaine. Donc, on peut garder quelque chose avec certains clients. C'est ce qui est fait. Ils vont avoir besoin d'un consultant 2 jours par semaine. Après, il reste 3 autres jours à mettre à disposition. Et donc, forcément, le consultant va être sollicité sur une autre mission sur 1 ou 2 jours. Après, la seule chose, c'est que ça correspond à certains, moins à d'autres. Nous aussi, on a ce travail de s'assurer que ça matche avec le consultant. On ne va pas forcer un consultant à avoir X missions. Il y a des gens, on comprend totalement, c'est facile pour eux de switcher. Il y en a, c'est plus compliqué. Il y en a, ils sont plus à l'aise dans du quotidien, structuré, etc. Donc voilà, mais sinon, c'est tout à fait envisageable. Oui, bien sûr. Juste pour rebondir un peu sur les clients que vous avez montrés, est-ce que vous avez des pratiques de screening en termes d'impact environnemental, d'impact social sur les entreprises avec lesquelles vous travaillez, ou est-ce que c'est vraiment à l'appel d'offres Alors, il y a un gros volet RSE. Je sais que, comme toutes les entreprises prestataires aujourd'hui, tu ne peux pas envisager des collaborations avec un certain nombre de sociétés sans passer par des accords, toute une politique RSE. D'ailleurs, nous, chez certains clients, on va rentrer dans le cadre d'appel d'offres. Donc, c'est bien structuré. On a aussi ces aspects RSE. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on prend en considération. Oui, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que pas de RSE, pas de chocolat. Donc, tout simplement, il faut se positionner dessus. Et nous, en interne aussi, en termes de politique entreprise, c'est des aspects sur lesquels on travaille. Après, à notre petit niveau, puisqu'on reste une PME de 100 personnes, mais voilà, on a aussi accès à réduction d'énergie, etc., etc. Donc, oui, ce sont des enjeux qu'on s'applique et de toute façon qu'on nous demande d'appliquer également pour être partenaire. De rien. Merci beaucoup.